Yo, salut tout le monde, c'est Fenfetcat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo marathon lecture en direct. J'ai prévu cette fois 14 tomes à lire aujourd'hui avec vous. Je ne sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout parce qu'il y a quand même beaucoup de lectures que j'ai prévues. J'ai toute la journée devant moi, voilà, il est tôt, ici il est 7h40 au moment où je commence cette vidéo. Et on verra, j'espère avoir donc l'occasion de tout lire en direct avec vous. Comme je vous ai montré, il y a énormément de Doki Doki, en fait il n'y a que de Doki Doki, sauf un manga qui est chez Delcourt Tonkam et qui s'appelle Empress of Flamme. Parce que Empress of Flamme est lié à la série des Classroom of Hero chez Doki Doki. Du coup, je vais quand même lire Empress of Flamme pour voir ce que ça vaut et si c'est en fait une préquelle ou quoi ou qu'est-ce par rapport à Classroom Hero. Je lirai ça avant de lire Classroom for Hero. Bon, allez, trêve de blabla, on va commencer directement. Pour commencer cette vidéo, je vais commencer par les 6 légendes. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Allez voir le lien du partenaire dans la description et suivre ce qu'il faut faire si vous voulez m'aider et avoir une réduction sur leur site. Et bien sûr, laissez des commentaires. Trêve de blabla, on attaque. Donc on va commencer par les 6 destinées, qui a l'air d'être un manga shonen plutôt sympa. Allez, on va commencer directement la lecture de ce manga. Alors, on commence déjà par des pages en couleur, ce qui est assez rare à signaler. Des pages en couleur, ça c'est cool. Voilà, fin de ce premier tome des 6 destinées. Ça fait un petit temps que je l'avais. J'avais commencé à le lire il y a de cela 1 an, voire 2 ans. Et j'avais lu que les 20 premières pages. Je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, c'est très cool. Je suis vraiment rentré dedans. C'est super sympa. Il y a en fait des Gedo, donc une race de démons qui vit uniquement la nuit. Parce que le roi était enfermé. Lorsque le roi est présent, ils peuvent attaquer même en journée. Parce qu'il leur donne plus de pouvoir, etc. Mais quand le roi est vaincu, ils sont affaiblis. Et ils ne peuvent attaquer que la nuit. Et il y a une organisation qui utilise le pouvoir des 6 destinées pour les combattre. C'est très sympa. Et le héros est un peu entre les deux. Il a une sœur qui doit protéger, etc. Je ne vais pas trop vous spoiler non plus l'histoire. Mais c'est franchement très très cool. En tout cas, ce premier tome, franchement, est vraiment bien. Il y a pratiquement 200 pages, donc c'est quand même assez copieux à lire. Mais c'est plutôt stylé. Bon, j'ai mis combien de temps pour le finir? Je sais pas, à peu près 40 minutes, on va dire, de lecture. C'est quand même assez long, mais... Enfin, c'est assez long, c'est pas vraiment long, mais bon, c'est comme... Voilà, c'est moyen, quoi. Et en tout cas, le scénario est très cool. Les dessins, bah, ils sont vraiment bien sympas. Moi, en tout cas, je suis bien rentré dedans. Et c'est bien, et les pouvoirs des membres qui ont été dessinés sont assez stylés. Ils ont des pouvoirs liés un peu à leur destinée, la destinée animale, bestiale, etc. qui permettent de découpler la force, de contrôler certains objets, de transformer des Gedo en humains, etc. C'est plutôt très sympa et j'apprécie pas mal. Bon, allez, on va attaquer le volume 2 pour voir si ça reste toujours dans la même lignée ou si ça diminue. C'est le 4, donc on va pas commencer par la fin, c'est con. On va continuer par la fin, ça serait con. Allez, on attaque directement le volume 2 des 6 destinées en espérant que c'est toujours aussi bon. On va rentrer hop, dans le vif du sujet et on est parti. Donc voilà, fin du volume 2
des 6 destinées. Franchement, c'est bien sympa, c'est un bon shonen. Bon, il faut savoir que sur la fin du tome 1, il y avait eu un gros, on va dire, cliffhanger, on va dire combat en tout cas, assez trash, où le héros se retrouve sans remettre ses émotions seulement au début de ce tome-là, après ce qu'il a vécu dans le tome précédent. Ici, il va avoir donc un grand méchant, on va dire, de l'organisation des Gedo, qui est envoyé donc par le roi pour kidnapper la sœur du héros. On va avoir un gros combat contre ce premier, on va dire, mini-boss de l'organisation des Gedo, qui va être assez stylé. Le combat sera quand même assez intéressant, quand même pas mal de retournements de situation. Et il va encore finir sur un gros cliffhanger ici, en fin de tome 2, où on va voir où le héros va, enfin que le héros, comme il a sa sœur a certains trucs, je ne vais pas vous spoiler, mais il doit la protéger. Et lui, il a également certaines capacités, mais qui du coup ne font pas l'unanimité, on va dire. Et donc du coup, il y a un gros cliffhanger où on veut, entre guillemets, l'envoyer lui et sa sœur dans un endroit particulier, on va dire, un peu les emprisonner. Je ne vais pas vous spoiler c'est quoi cet endroit, mais c'est quand même, ça a l'air assez trash en tout cas. Voilà, on verra en tout cas dans le tome 3 c'est quoi cet endroit plus en détail. Mais ce tome 2 était franchement très sympa et développait encore davantage le héros qui s'appelle Miroku et les autres personnages et les autres protagonistes. Et en plus on avait des beaux combats quand même assez intéressants. Donc ça c'est très cool, c'était un bon manga. Donc le tome 4, je vais le refoutre ici avant de le paumer totalement. Et on va enchaîner la lecture du 3e volume des 6 destinées. Chapitre 10. Si vous entendez du bruit, c'est le matou qui fout le brin, comme d'habitude. Vous avez l'habitude avec mes vidéos. Donc voilà, je viens de finir le tome 3 de Les 6 destinées. J'ai fait une petite pause pendant la lecture qui sera bien sûr coupée au montage, où j'ai été me faire un petit café. Parce que voilà, je commençais déjà un peu fatigué. Ça me fait peur pour quand même la suite. Bon, ce café m'a quand même bien requinqué. Au trêve de blabla. Les 6 destinées tome 3 étaient franchement bien sympas. Donc ils ont été envoyés, lui et sa sœur, dans la partie je disais où vous allez piéger, sans vous spoiler c'est quoi cet endroit. Ils ont rencontré différents protagonistes dedans et ils ont finalement été libérés. Après, le héros Miroku va suivre un entraînement avec deux des personnes, enfin deux sbires de la personne qui l'a libéré. Ils vont s'entraîner et c'est là que l'un des, on va dire, Gedo supérieurs, normalement ils sont 7, mais vu que le tome 4 sera le dernier et que là on a vu que 3 des Gedo supérieurs, je pense que ça va être un peu rushé sur la fin, qu'on va pas tous les voir en tout cas, bon c'est pas grave, c'était quand même pas mal. Va apparaître et il sera super puissant. Il va déjà avoir un début d'affrontement et quelques scènes un peu gore quand même dedans, pas mal de retournements de situation. Et surtout ce Gedo, donc on va dire supérieur, est très très fort. Et le combat n'est pas encore terminé maintenant. Et ce qui est pas mal également là-dedans, c'est qu'il semblerait, dans l'organisation des 6 destinées, qui s'appelle Rikudo, il semblerait avoir un traître qui pourrait travailler pour les Gedo et pour le roi des Gedo. Et donc ça pourrait être pas mal et ça permet encore des retournements de situation puisqu'il va avoir un traître dans l'organisation. Même si on semble montrer c'est qui le traître à la fin de ce tome, je m'attends quand même à un petit retournement de situation et que c'est juste là en fait cette scène pour nous mettre sur une fausse piste, mais que ça sera pas lui le traître. En tout cas, on verra, c'est une petite théorie comme ça. Allez, trêve de blabla, on attaque le volume 4 que j'ai foutu au niveau, il est là, qui est donc le dernier de la série. Donc le tome 3 faisait encore 200 pages à peu près. Et ici, je ne sais pas combien de pages il fait. On va voir s'il y a une bonne conclusion à cette saga, en espérant que ça ne se finisse pas en queue de poisson et qu'ils arrivent quand même à vaincre ou enfermer en tout cas le roi des Gedo. Ça serait quand même con qu'ils ne l'enferment pas, tout simplement, qu'ils n'y gagnent pas du tout leur affrontement. Allez, on y va, hop, on commence directement. Il y a le chat qui va tourner autour de moi et péter un câble. Allez, go. Ah oui, donc en fait ils disent que les Gedo, il a trouvé en tout cas qui elle traite parce que les Gedo, un peu comme les vampires dans certaines séries, genre Vampire Diary, ils doivent être invités pour pouvoir rentrer dans des maisons, etc. Et là, comme il a pu rentrer, dans le roi a pu rentrer dans le complexe de Rikudo sans souci, c'est qu'il a été invité par quelqu'un qui est un traître parmi eux.
voilà, fin du tome 4 et donc de la série Les 6 Destinées. Honnêtement, j'ai pris un grand plaisir à lire ce manga. Donc le manga est conclu, oui, il y a une fin. Donc voilà, il y a une bonne fin même. Même si, comme je vous l'ai dit, certaines pistes ont été un petit peu égrenées, oubliées. Voilà, donc par exemple, les 6 Gedo, on les a pas, les 7 Gedo magnifiques, on les a pas tous vus. Mais il semblerait que les autres ont été vaincus, entre guillemets, par l'organisation Rakudo, mais en off, on va dire, en non montré en tout cas. Donc c'est quand même expliqué, donc ça c'est sympa. Les combats sont plutôt stylés, on sait vraiment qui est le traître, et comme j'avais dit, c'était pas la personne qui était désignée à la fin du tome 3, bon je vais pas vous spoiler c'est qui, mais c'était pas celle-là, c'était quelqu'un d'autre. Il y a des retournements de situation, il y a des transformations en démons assez stylées, avec des combats bien badass, des espèces de monstres géants, on va dire, hein, voilà, avec des rayons d'énergie un peu à la Ozaru dans Dragon Ball qui font exploser carrément presque des montagnes et tout. Il y a des trucs bien badass de shonen, des combats, des retournements de situation, des techniques. Le Gedo supérieur, là, que je vous disais, qui apparaissait dans la fin, donc, apparaissait pendant le tome 3, il y a un énorme combat conclu dans ce tome 4 et c'est super intéressant, c'est super puissant, il y a énormément de retournements de situation. J'ai vraiment apprécié ma lecture des 6 Destinées. Et si vous entendez brailler, c'est le matou comme d'habitude. Bon, maintenant on va attaquer un autre manga qui est un manga qui a l'air d'être plus fantasy et enquête, également retournement de situation psychologique. C'est Rex Fabula, manga en 3 tomes également, alors c'était en 4 tomes, bon, en 3 tomes, ils ont l'air plus fins, voilà, ils ont l'air de faire 160 pages, un truc comme ça, donc ça a l'air plutôt fin, mais on va voir si c'est bien ou pas. Donc, trêve de blabla, on va directement commencer Rex Fabula, le premier volume. Comme vous voyez, je l'avais payé pas cher, 1,50€ en occasion, mais il a l'air d'être en excellent état. Allez, on commence directement, on a une belle page couleur ici, qui a l'air bien stylé. Allez, on commence. Hop. Putain, c'est vraiment beau. Enfin, je suis assez fan du style de dessin en tout cas. Fin de ce premier volume de Rex Fabula. Il y a un petit côté horrifique dedans qui n'est pas pour me déplaire, c'est plutôt sympa. Bon, pour en revenir, donc il y a le personnage qui s'appelle Omare. Omare qui est donc le personnage, ou Honoré, je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, qui est donc le personnage principal de cette œuvre. C'est un petit peu un Richard, c'est un petit peu un gars imbu de lui-même, que tout le monde, on va dire, vénère dans son école. Il va se retrouver piégé dans une espèce de dimension parallèle en traversant un miroir. On a un peu fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Et dans cette dimension, il va se passer certaines bails qui font que nos peurs alimentent, nos peurs font créer des créatures et des monstres dans cette dimension qui veulent nous tuer. Et donc il faut falloir trouver un moyen de survivre. Chacun des protagonistes qui se retrouvent, en tout cas, pour l'instant c'est pas beaucoup, mais bon, les protagonistes en tout cas, qui se retrouvent envoyés dans ce monde, ont chacun, normalement en tout cas, la possibilité de développer une arme. Pour l'instant, d'après ce que j'ai compris dans ce tome-ci, il n'y a que Omare qui peut vraiment utiliser son arme par rapport aux autres protagonistes qu'on a vus. Mais bon, je pense qu'on va avoir d'autres bails dans les prochains tomes avec d'autres protagonistes dedans. Il y a une espèce aussi d'être qui vit dans ce monde qui s'appelle Vide et qui a des pouvoirs assez particuliers. Et d'ailleurs, le monde s'appelle le Mondo Fabula, donc voilà, d'où le Rex Fabula, ça vient un peu de là. Et c'est franchement bien sympa, le dessin est sympa, il y a des retournements de situation. Le Omare me fait un peu penser à un Light Yagami en puissance, pas au niveau de la psychopathie, mais au niveau, entre guillemets, de l'intelligence, puisqu'il va avoir toujours des coups d'avance et essayer chaque fois de tout analyser de façon très méthodique avant de faire la moindre action. Et ça, c'est très sympa. Et il y a un peu des bails aussi de jeux d'argent dedans, puisqu'il y a un peu de baccarat et tout ça. Il y a pas mal de retournements de situation, de côté un peu Richard et tout. Le Omare est assez stylé, je trouve, le personnage principal du moins. Et bah, c'est franchement bien cool. Il y a aussi un petit côté pouvoir super héroïque, on va dire,
puisque après avoir eu son premier passage dans le monde, donc le Mondo Fabula, lorsqu'il va revenir dans le monde réel, il n'y aura plus besoin de lunettes, etc. Il y aura eu quand même une espèce de développement, on va dire, de ses capacités, même dans le monde réel, qui sont assez intéressants. Bon, allez, on va attaquer avec le deuxième volume, qui a une jaquette que je trouve quand même plutôt jolie, avec la cage là d'oiseau, donc qui évite avec une fleur dedans. Je sais pas trop c'est quoi le délire, on va comprendre peut-être un peu plus dedans. Et d'ailleurs, la cage a l'air d'être faite en os d'oiseau, donc c'est en os d'oiseau, en tout cas en os, peut-être en os humain, donc ça a l'air assez bizarre et assez stylé. Bon, allez, on va attaquer directement ce deuxième volume de Rex Fabula. Donc voilà, fin de ce deuxième volume de Rex Fabula. Et franchement, j'ai pas mal apprécié. Comme je l'avais pressenti, il y a beaucoup plus maintenant de membres, enfin de personnes qui sont présentes dans ce monde de Mondo Fabula. Et il y a un peu toute une espèce d'organisation adverse à Omare. Donc Omare, c'est lié d'amitié avec d'autres membres, enfin d'autres personnes qui sont envoyées ou appelées en tout cas dans le Mondo Fabula. Et donc chacun de ces personnages commencent à développer leurs capacités, même si ce n'est pas encore le cas de tout le monde, ils commencent à développer en tout cas la plupart leurs capacités. Et de l'autre côté, donc il y a une autre organisation qui sont là. Donc en gros, il y a ceux qui veulent détruire le Mondo Fabula et ceux qui veulent y vivre en permanence parce qu'ils trouvent que c'est super cool, que c'est bien mieux le Mondo Fabula parce qu'ils ont des capacités en plus. Certains qui sont en fauteuil roulant normalement grâce au Mondo Fabula ne doivent plus être en fauteuil roulant et tout, donc ils veulent garder ce monde intact et en faire entre guillemets leur nouveau chez eux, leur monde à eux quoi. Et donc il y a une espèce de conflit entre Omare et l'autre groupe qui sont assez stylés. En plus on apprend qu'il y a en plus de Vite un autre personnage qui est vraiment vivant dans ce monde et qui tire un peu peut-être les ficelles de l'autre organisation et qui pourrait entre guillemets mettre des bateaux dans les roues à Vite et en tout cas à Omare pour l'avenir du truc. Il y a pas mal de révélations également sur les personnages et on apprend plus sur leur background et tout. C'est franchement très sympa ce deuxième volume. Encore une fois, les dessins sont plutôt sympas et assez agréables à lire. Omare fait toujours ses techniques de coup d'avance, etc., de réflexion pour essayer de gagner et d'avoir l'avantage. Et c'est toujours bien sympa et bien stylé. Bon, allez, on va attaquer le troisième volume qui est donc le dernier. Et j'espère qu'il y aura une bonne conclusion, que ça ne va pas être bâclé et se finir en queue de poisson, ce Rex Fabula. Allez, on va attaquer directement la lecture de ce volume. Qui est le dernier? Si vous entendez, c'est le chat comme d'habitude. Voilà, fin de Rex Fabula tome 3 qui était un peu plus copieux que les autres. Il faut savoir en fait que ça met quand même pas mal de temps de lecture parce que pour lire par exemple les 4 premiers Disney, les 6 Disney, putain j'ai arrivé à parler, j'ai mis un peu moins de 3 heures, 2h40, un truc comme ça. Ici par contre les Rex Fabula, il y a quand même beaucoup de texte, je vais vous montrer quand même une page. Voilà, il y a quand même pas mal de textes comparé à certains. Et en plus, parfois, les bulles sont écrites un peu petites. Voilà, il y a quand même, en tout cas, pas mal de lecture. Donc, j'ai mis en fait 1 heure à peu près par tome. Donc, on est déjà à 3 heures de lecture pour les Rex Fabula, alors qu'il n'y a que 3 tomes. Alors qu'en 3 tomes, j'ai donc déjà dépassé le temps que j'ai mis pour lire les 4 tomes de Six Destinées. Donc, voilà, il y avait quand même pas mal de lecture. Donc là, maintenant, moi, je vais faire une petite pause. Après, je vais aller manger un bout. Parce qu'il est quasiment midi. Bon, même il est midi passé, je sais pas exactement quelle heure il est, je sais plus où j'en suis. Et après, donc, je vais manger un bout, et puis je reprends le marathon de lecture. Donc, pour revenir d'abord quand même à la fin de ce tome-ci, on a pas mal de révélations, on sait maintenant c'est qui l'autre adversaire. Il y a une grosse bataille, on va dire, finale, pour essayer
de sauver tout le monde. Tout le monde est censé crever à une purge, on va dire. Voilà, je vous explique vite fait, sans vous spoiler. Et donc il va y avoir une grosse bataille, on va dire, finale, à coup de pouvoirs, etc., qui sont assez intéressantes. Utilisation des pouvoirs de Omari également en boucle pour essayer de libérer. Le truc, il va... Enfin, je fais vite un petit aparté là-dessus parce que c'est quand même assez intéressant. En fait, son pouvoir, c'est un pouvoir de pari, donc un baccarat. Et là, il va se parier quand même des litres de sang. Donc, je crois que dans le pari là, un humain normalement constitué à 5 litres de sang. Et là, il s'est parié 2 litres de sang. Donc il est carrément dans le coma après avoir réussi ses paris. Enfin, plutôt avoir raté ses paris. Lorsqu'il les rate, on prend son sang. Et donc, il est quand même dans un sale état. Et c'est quand même pas mal. Un des autres personnages qui n'avait pas encore débloqué ses pouvoirs les débloque. Et les pouvoirs sont vraiment très stylés. Pouvoirs de création d'objets. Des pouvoirs en utilisant des espèces de fouets pour capturer des gens. Pouvoir en utilisant on va dire des jambes magiques ou des chaussons magiques plutôt. Lorsque tu shottes dans quelqu'un, tu aspires son âme ou des trucs comme ça. C'est assez délirant. Pouvoir de créer une espèce d'armure qui va attaquer pour toi. Et tout ça, tous des pouvoirs vraiment très stylés, très original. Et j'ai franchement bien apprécié ma lecture de Res Fabula. Je vous invite franchement à le découvrir. C'est un très bon manga en 3 tomes. Bon, il y a une petite conclusion à la fin. Mais ça laisserait présager quand même d'une suite, même si beaucoup de révélations et beaucoup de trucs sont entre guillemets complétés dans ces 3 volumes. Il y a quand même des trucs qui restent sans réponse. Ça, je préfère quand même vous le signaler. Allez, trêve de blabla. Donc je vais lire Wending Mermaid, mais avant ça, je vais aller faire une petite pause et manger un bout. Et après, on attaque la lecture de Wending Mermaid. Donc, à tout de suite, les amis, pour la suite de ce marathon. Voilà, re-salut. Pour ceux qui ça intéresse, je me suis fait des pâtes au beurre. J'ai pratiquement tout mangé. J'ai encore un petit peu mangé, mais les foutre de côté. On continuera à les manger après. Bon, le chat, il va m'emmerder, il veut dire dans la casserole, cette espèce d'enfoiré. On va attaquer Wending Mermaid. Qui fait par l'auteur de Uberbelate, que je possède également, qui est un manga beaucoup plus long quand même. Celui-là, il fait que 3 tomes ici, chez Doki Doki, même si les mangas ont l'air assez copieux. Il y a le chat fout le camp, enfin pas dans la gamelle, enfin dans la casserole. Et on va donc attaquer la lecture de Wending Mermaid, et on va voir de quoi il en retourne. Alors, on commence avec des pages couleurs, comme pour les 6 destinées. Belle page, donc en couleur, qui est vraiment magnifique, je trouve. J'aimais déjà bien le style de dessin de l'auteur sur Burnley, donc c'est franchement un excellent mangaka, je trouve. Alors, il s'appelle d'ailleurs, j'ai un truc de moi, Itojuruji Shiono. Bon, ça se fait mal comme d'habitude. Fin des pages couleurs. Donc voilà, fin de ce premier volume de Wending Mermaid. Alors, il faut savoir, donc on se retrouve dans un monde, en fait, avec plusieurs îles, une espèce de continent plutôt, mais qui est composé de plusieurs îles, et donc de 12 royaumes. Ces royaumes étaient en guerre, mais finalement il y a eu un traité de paix, donc normalement on commence dans un monde en paix, mais on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas, puisqu'il y a plein de petits conflits internes qui sont occupés à immerger pour essayer de prendre le pouvoir et un peu de contrôler le pays qui est donc encore affaibli par tous ces conflits qui a eu lieu. Et donc on repart encore dans des nouveaux conflits. Et donc c'est un manga de guerre, mais qui se passe donc sur la mer, mais avec des avions, ou plus spécialement des hydravions. Ce qui est assez sympa à signaler. Voilà, je crois que c'est assez original quand même comme manga au niveau des hydravions en tout cas. Et donc voilà, il y a des conflits à coups d'avions, des batailles à coups d'avions, etc. Et qui sont plutôt stylés, plutôt sympas. Le scénario est plutôt classique puisqu'il s'agit d'un truc de guerre. Mais ils utilisent des systèmes un petit peu originaux. Et franchement, j'ai plutôt apprécié ma lecture. J'ai des relents de hockey là, c'est pas trop de la fiesta. Je vais vous montrer quelques petites images parce que franchement, je trouve que le dessin est quand même super beau. Ça fait un peu penser bien sûr du coup à Uberblade, mais c'est parce que c'est le même auteur tout simplement. Et franchement, pour l'instant, je peux que vous conseiller ce manga qui est plutôt assez stylé. Bon, allez, trêve de blabla, on va attaquer avec la lecture
ça c'est le troisième, ça sert à rien, du deuxième volume de Uberblade. Hop là, je le prends directement et on va commencer la lecture. Si j'arrive à le prendre comme il faut. Et on commence encore une fois avec des pages couleurs, comme c'est le cas avec le tome précédent. Ça c'est sympa. Encore des doubles pages comme ça, vraiment magnifiques en couleur. Franchement, c'est bien cool. Voilà, fin de ce tome 2 de Winging Mermaid. On va franchement encore continuer donc les conflits. Il y a quelques batailles assez épiques. Je vais vous montrer une page si je la retrouve. Voilà, on voit quand même que c'est assez puissant. Des bombardements et tout liés donc aux bateaux, enfin aux avions. Il y a également des espèces de porte-avions et tout qui sont, c'est franchement bien stylé. J'essaie de vous retrouver une autre page de combat aérien. Voilà, avec des bombardements, des explosions donc de bombes, etc. Franchement bien stylé. Il y a franchement l'auteur est doué pour les explosions, surtout je trouve là-dedans, et même pour les dessins en règle générale, c'est quand même un très bon mangaka. Il y a aussi donc tout le côté délire, on veut prendre le contrôle, je suis une famille noble, machin, j'ai le droit de revendiquer cette terre. Pour l'honneur de la famille à Maggie, je vais faire ça et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal, il y a énormément de côté honorifique, de côté de guerre. Ça fait un peu penser à du Game of Thrones un peu plus moderne, puisqu'il y a des avions, etc. Mais c'est un peu tout ça, quoi. C'est vraiment vouloir le pouvoir. Et donc c'était soi-disant la paix, mais on repart dans des conflits pour être celui qui va prendre le contrôle du pays. Donc c'est quand même pas vraiment la paix, quoi. Voilà. Mais bon, c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé, j'apprécie plutôt pas mal ma lecture. Le tome fait à peu près un peu moins de 200 pages. Le premier faisait 180 pages, un truc comme ça. Mais le tome 3 que j'ai ici sous la main a l'air beaucoup plus copieux. Il doit faire dans les 300 pages. Je vais mettre un petit peu de temps, je pense, pour le lire. Parce que les premiers volumes, je les ai lus encore assez vite, une quarantaine de minutes. Mais celui-là, je vais mettre un peu plus de temps vu l'épaisseur du bousin. Allez, on va en tout cas attaquer directement ce troisième volume de Winging Mermaid, qui est donc le dernier volume en date de la série, tout simplement. Allez, hop. Si j'ai mal mis le truc. Allez, hop, hop, hop. On est là. Et on commence encore une fois avec des pages couleurs plutôt stylées, comme à l'habitude de ce manga. Et ça, c'est plutôt sympa à signaler. Allez, on y va direct. Hop. Ouais, il y a aussi tout le côté apprentissage du pilotage qui est aussi très présent dans le manga et qui est bien sympa. À la fin de ce manga Winging Mermaid, le dernier tome fait plus de 250 pages, enfin pratiquement 250 pages, il est quand même assez copieux, mais on a toutes les révélations, on a la fin, donc c'est un manga avec un début, un milieu et une fin, et ça c'est cool à signaler. On continue donc les grosses batailles, les grosses guerres, il y a franchement des gros conflits et des avions de guerre assez stylés qui sont utilisés. Je vous montre comme ça une petite page, avec quand même des espèces de gros transporteurs, porte-avions, comment ça s'appelle encore? J'ai un trou de mémoire sur. Je l'ai dit là tantôt et je ne reviens plus sur le nom. Les avions qui vont sur l'eau. Aquaplaneur, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc ils ont des grosses batailles et des gros avions qui vont sur l'eau. Donc vraiment bien high-tech, bien stylés. Qui sont franchement équipés, qui ont des avions de transport et tout. Il y a franchement un peu de tout là-dedans. Et je pense que l'auteur a franchement fait un bon travail de recherche en amont sur les hydravions, voilà, avant de faire son manga. Et c'est franchement très stylé. Et on a pas mal de retournements de situation aussi dedans, dans le côté politique aussi, donc à la Game of Thrones, pour savoir qui va enfin pouvoir prendre le contrôle du pays, etc. Et donc franchement, c'est du Game of Thrones avec des avions. Et franchement, c'est excellent. Je vous invite vraiment à découvrir ce manga, Winging Mermaid,
qui est par l'auteur de Everblade, je l'ai déjà dit, et qui est franchement bien sympa, en seulement 3 volumes, mais c'est bien cool, il y a un début, un milieu et une fin, et tout est quasiment révélé dans ce dernier volume. On a du bon background, on a des bons personnages bien écrits, franchement c'est un bon manga que je vous invite à découvrir si ce n'est pas déjà fait. Maintenant on va passer à Empress of Flame, il y a toujours les chats qui foutent le bras, à Empress of Flame, et après on attaquera Classroom for Hero. On va d'abord lire Empress of Flame avant la suite. Allez, ça c'est le seul manga que je lis aujourd'hui qui n'est pas chez Doki Doki, mais qui est chez Delcourt Tonkam. Mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que c'est lié à Classroom for Hero qui est chez Doki Doki. Allez, trêve de blabla, on y va. On prend la première page et on est parti avec le bousin. Voilà, fin de Empress of Flame ou Flamme, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais franchement j'ai plutôt apprécié ce one shot. Donc c'est un one shot, je sais pas si c'est une préquelle à Classroom ou Hero ou si ça s'intercale dedans, je sais pas vraiment, mais bon j'ai préféré le lire avant au cas où. Et c'est bien sympa, donc on va suivre les aventures de... Je reviens plus sur son nom parce qu'il a un nom assez dur à prononcer. C'est... si je le vois ici, bon, l'impératrice ça peut faire appeler dedans, mais Arnest, voilà, Arnest l'impératrice. Donc on va suivre les aventures d'Arnest, encore, qui est franchement bien sympa ce manga. Donc on va avoir un héros qui s'appelle Blade, qui je pense est le héros du manga ici. Blade, je pense que c'est l'héros de Classroom for Hero, sauf si j'ai de la merde comme d'habitude, mais bon. Blade va donc être dans le manga également, et il va donc aider Arnest dans ce manga, en tout cas dans ce tome, à surmonter l'épée maléfique qu'elle possède, et il va donc avoir des combats, on va dire, contre elle-même, puisqu'elle doit apprendre à contrôler cette énergie, et donc à lutter contre l'esprit démoniaque qui habite son épée, et qui donc veut la posséder dans le but, entre guillemets, de tuer, etc. Puisque c'est un démon hyper puissant qui vit dans cette épée qui s'appelle Asmodeus ou un truc comme ça. En tout cas, j'ai bien apprécié la lecture. Le dessin est plutôt sympa. Et d'ailleurs, j'ai vu que le dessinateur n'est pas le même que Classroom for Hero. Donc on va voir. Mais c'est basé sur des romans. Les romans de Shin Araki, ça c'est pour les deux. Et donc c'est Shin Araki qui fait ça. Je vais vous montrer quand même quelques planches parce que le dessin est très très beau. Il n'y a pas trop de Heishi dedans, j'avais entendu que c'est un manga très Heishi, mais il n'y a pas trop de Heishi encore là-dedans, quelques petites pages par-ci par-là disséminées. Je ne sais pas si Classroom of Hero par contre il y aura beaucoup de Heishi, ça j'en sais rien. Ici il n'y en a pas trop, et c'est sympa, j'aime bien la patte de l'auteur de dessin, j'aime bien le scénario. Regardez, c'est quand même assez stylé. Donc voilà, j'ai bien apprécié quoi tout simplement Empress of Flame. Si vous voulez vous le procurer chez Delcourt Tonkam, n'hésitez pas. J'ai presque plus de fois à force de faire le marathon. Ça vaut franchement le coup. Voilà. Bon, ça met pas trop longtemps à lire, une quarantaine de minutes on va dire pour ce tome-ci. Allez, on va attaquer maintenant Classroom for Hero. Je commence à être un petit peu claqué, donc on va voir. Mais je vais commencer directement la lecture de Classroom for Hero, le premier volume chez Doki Doki. Bah déjà on voit que le style de dessin est totalement différent, même si c'est sympa, et c'est totalement différent que le manga Empress of Flame que je viens de lire. C'est totalement un style différent. Bah, en réalité, donc là je viens de finir le chapitre 1 qui est quand même super long comme vous le voyez, hein, qui fait plus de 100 pages. Mais en réalité, en fait, le chapitre 1, c'est l'adaptation de Empress of Flame. C'est-à-dire Empress of Flame fait un tome complet pour la même histoire de 180 pages. Et ici, en 105 pages, on va dire à peu près, on a la même histoire, quoi.
mais qui est narré de façon différente et beaucoup plus du point de vue de Blade, alors que là on était du point de vue de Harnest, qui était en tout cas plus présent. Et voilà, ici on va maintenant passer au chapitre 2, qui est donc Sophie, ça s'appelle. Donc on va aller enchaîner tout ça direct. Donc voilà, je viens de finir le premier volume de Classroom for Heroes. J'ai fait une petite pause pour me faire un petit café parce que je commence à être mort claqué. Voilà, donc je pense qu'on va encore lire le deuxième tome de Classroom for Heroes. J'avais prévu le troisième tome que je possède à le lire, mais bon, je pense que j'avais une petite gorgée de café, excusez-moi. Je pense que je vais pas le lire en vidéo ici parce que je commence à être vraiment mort. Ça fait presque 10 heures que je suis occupé à lire des mangas, là, la gueule déglinguée. Je pense que ça se voit. Et donc on gardera le tome 3, je le lirai en off en tout cas. Et j'en parlerai peut-être plus en détail dans une autre vidéo ou un bilan de lecture en tout cas. Donc le tome 1 de Classroom for Heroes, pour en venir à ça, il faut que j'arrive à rassembler mes idées, est franchement bien sympa. Donc comme je vous le disais, la moitié du tome 1 plus que la moitié du tome correspond à la totalité de ce tome 6. C'est une histoire narrée de façon différente, mais c'est la même histoire. Après on va partir sur un autre arc où on va être plus sur une création, enfin lui c'est un brave, voilà, et il a les pouvoirs des braves, donc c'est qui dire qu'il est surpuissant, etc. Et on va repartir sur un délire de braves qui ont été créés artificiellement, mais qui est assez sympa. Et après on va partir sur un autre arc maintenant qui est en cours ici, mais qui se finit sur un cliffhanger entre guillemets, qui va certainement se finir dans ce tome 2, qui est l'arc Cuculaine. Je pense ça super mal, donc c'est un arc avec un dragon on va dire, et c'est franchement bien stylé. Cet arc avec ce dragon, il n'y a pas trop encore d'humour, bon il y a quand même du Heishi, mais enfin beaucoup plus en tout cas que dans Empress of Flame, mais pour l'instant ça reste encore relativement soft comparé à ceux que je m'attendais avec ceux que j'avais eu comme écho sur le manga. On va voir si ça c'est plus poussé dans le deuxième volume de Classroom for Heroes, mais on va directement commencer la lecture de Classroom for Heroes, qui sera donc le dernier manga que je vais lire dans cette vidéo, sinon je vais exploser. Allez go, on y va. Donc Cuculaine partie 2. Bah putain, ça finit sur un énorme cliffhanger. Donc il faut savoir que j'ai plutôt apprécié ma lecture de ce deuxième volume de Classroom for Heroes, qui est franchement un excellent manga. Putain ma gueule. Oh, déglingué. Donc j'ai plutôt apprécié ma lecture de Classroom for Heroes. Mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humour dans ce tome-ci. Il y a parfois certains chapitres qui sont juste là pour faire du gag. Tu pourrais les retirer que que l'histoire principale continuera à avancer. Ça ne ferait pas vraiment, ça fait pas vraiment avancer l'histoire principale. C'est du gag quoi. Il y a quand même, franchement, pas beaucoup de chapitres, mais il y en a quand même quelques-uns axés full humour. Bon là-dedans on finit le premier d'abord l'arc Cuculaine machin. Puis on enchaîne avec un peu de gag et d'humour surtout, avant d'enchaîner sur un nouvel arc avec un protagonisme maléfique super puissant qui a presque coûté la vie au héros. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Ça finit sur un énorme cliffhanger. Il y a une grosse baston de malade à la fin. Je vais vous montrer quelques planches. Il y a un peu plus de Heishi aussi. On commence à rentrer dans le Heishi. Je commence à comprendre ce qu'on disait qu'il y avait beaucoup de Heishi dedans. Bon, ça reste encore soft comparé à certains mangas, mais il commence vraiment à en avoir quand même pas mal. Là, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, peut-être un peu trop même. Mais bon, ça reste quand même sympa à lire. Il y a de l'humour quand même qui est assez sympa. Bon, c'est pas de là à se gorger, j'arrive plus à parler, de rire à gorge déployée, mais c'est sympa. Quelques combats shonéniques assez stylés, surtout contre l'adversaire final, on va dire, du tome-ci, qui est bien épique. Et pas mal de retournements de situation et surtout un gros cliffhanger de fin qui est stylé, et utilisation aussi à un moment d'un espèce de monde virtuel qui est plutôt sympa, qui est plutôt stylé, une espèce de petit arc de, on pourrait dire, de Battle Royale qui est plutôt sympa. Donc voilà, j'ai bien apprécié ma lecture, pour l'instant je suis vraiment
très hypé quand même par Classroom of For Hero. Je remercie Aurélien donc qui m'avait conseillé ce manga. Franchement, merci à toi, j'apprécie pas mal. Et je me garde le 3e volume pour lire dans une autre vidéo, ou plutôt pour lire en off. Et j'en reparlerai lors du bilan lecture. Donc en tout, je refais vite mon petit bilan avec les mangas qui sont tout autour de moi. 4, 7, 10. J'ai lu 13 mangas dans cette vidéo en à peu près 10 heures. Je sais plus exactement, plus ou moins 10 heures quoi. Et voilà, j'ai quand même fait une pause pour un petit café quand même pour manger. Ça j'ai décompté, donc là il est quasiment 18 heures au moment où on arrête cette vidéo. Et on va s'arrêter là parce que je suis mort pété. Voilà, une journée comme ça, il m'en faut pas deux à la suite, ça c'est sûr. Je comprends pas, j'ai du DMP qui arrive à se faire des marathons 24 heures ou 48 heures. C'est assez épique. Bon allez, salut, à la prochaine, bye bye. Ouais, et aussi, avant de vous laisser comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à laisser des commentaires bien entendu. J'ai plus de voix, c'est quand même grave. Allez, à la prochaine, salut tout le monde.